Il y a toujours eu quelque chose chez Ronnie Wood qui ne collait pas tout à fait. Les costumes clinquants. Ce grondement de guitare immédiatement reconnaissable. Le charme facile qui faisait de lui la colle entre Mick et Keith. Il était le sympathique, le médiateur, celui qui semblait toujours s'amuser. Mais aujourd'hui, à 78 ans, Ronnie laisse enfin tomber le masque. À vrai dire, je ne devrais pas être là, dit-il, et il le pense vraiment. Car derrière l'image du survivant débrouillard se cachait un homme à peine capable de tenir. L'héroïne. Les chagrins. Des frôlements avec la mort qui n'étaient pas de simples anecdotes rock'n'roll, c'était réel. Pendant des années, Ronnie a dansé au bord de la destruction. Il savait simplement sourire en traversant tout ça. Une vie bâtie sur le feu et le deuil. Ronnie Wood est né en 1947 à Hillingdon, dans l'ouest de Londres, au sein d'une famille qui n'était pas seulement ouvrière. Elle était liée aux rivières. Pendant des générations, les Wood avaient vécu et travaillé sur les canaux et les cours d'eau d'Angleterre comme bateliers, transportant des marchandises à travers le pays. Ils décrivaient ses ancêtres comme des « gitans de l'eau », une expression chargée à la fois de fierté et de rudesse. Ses parents, Arthur et Elizabeth, furent parmi les premiers de la famille à vivre définitivement sur la terre ferme. Ce passage du flottant au fixe n'a pourtant pas apporté plus de stabilité. La maison de l'enfance de Ronnie était petite et exiguë, un logement social où il partageait l'espace avec ses frères beaucoup plus âgés, Ted et Art. Tous deux étaient musiciens et artistes en devenir, et la maison devint un étrange sanctuaire de créativité au milieu du chaos de la classe ouvrière. Ses parents, malgré des moyens limités, encouragèrent les trois garçons à poursuivre l'art et la musique. Ils leur laissèrent même transformer le salon en espace créatif où ils dessinaient, improvisaient et répétaient. C'était comme un dortoir d'école d'art au milieu d'un lotissement, se souvenait Wood. La musique était partout. Le père de Ronnie, qui jouait dans un orchestre d'harmonicas, remplissait la maison de son. Art rapportait des disques de jazz et des carnets de croquis, tandis que Ted initiait Ronnie au blues et au premier rock'n'roll. Mais derrière cette créativité se cachait le dysfonctionnement. L'alcool faisait partie du quotidien. Ronnie dira plus tard que les hommes de sa famille buvaient comme si c'était de l'oxygène. Son père s'évanouissait souvent dans des jardins inconnus après une longue nuit au pub. Le comportement paraissait normal à l'époque, mais il a semé des graines qui deviendraient plus tard des schémas d'addiction. Puis survint l'événement qui marqua Ronnie plus que n'importe quelle tournée des Rolling Stones ou scandale de rockstar. En 1964, la veille de son 17e anniversaire, la petite amie de Ronnie, Stéphanie Decour, fut tuée dans un accident de voiture. Elle roulait avec deux amis lorsque le véhicule s'est retourné près de West Drayton. Ronnie n'était pas avec elle, mais il aurait dû l'être. Ce fait l'a hanté pendant des décennies. « J'aurais dû être dans cette voiture », confia-t-il à voix basse, lors d'un rare moment d'émotion dans Desert Island Discs en 2025. À la place, j'ai vécu et elle non. Je n'en ai jamais vraiment parlé. J'ai juste bu. Il commença presque immédiatement à s'anesthésier avec l'alcool. Il sortait tous les soirs, se perdait dans la première scène, mode londonienne, enfouissant son chagrin sous des blousons de cuir et le rugissement des guitares. La tragédie ne fut jamais vraiment évoquée dans sa famille. Pas de suivi psychologique, pas de discussion, juste le silence. On ne traitait pas les traumatismes à l'époque. On continuait. Ou pas, disait-il. Ce refoulement émotionnel devint le plan de vie de Ronnie. Nier, détourner, détruire. Chaque vers, chaque ligne, chaque liaison, au cœur de tout cela se trouvait cet instant figé de 1964 où le monde s'est fissuré. Au moment où il rejoignit The Faces, à la fin des années 1960, Wood était déjà émotionnellement brisé. Sur scène, il était assurance et charme. En coulisses, il perdait le contrôle.
Lui et Rod Stewart devinrent les meneurs réputés du groupe le plus débauché de Grande-Bretagne. Leurs tournées étaient tristement célèbres, chambres d'hôtel saccagées, bétail introduit en douce dans les chambres, et des beuveries si extrêmes que la chaîne Holiday Inn finit par bannir tout le groupe. « On ne faisait pas la fête », a dit Ronnie un jour. « On survivait au chaos en jetant de l'essence dessus. » Mais derrière l'assurance se cachait un homme qui commençait à se noyer. La cocaïne devint une habitude quotidienne, le scotch aussi, les femmes aussi. Il disparaissait pendant des jours en virée, revenant avec les jointures ensanglantées, les poches vides et des histoires qui ne tenaient pas toujours debout. L'ironie? Son talent ne vacilla jamais. Il jouait avec une précision chirurgicale, même lorsqu'il tenait à peine debout. Je devais être défoncé pour me sentir normal, avoua-t-il des années plus tard. Si je ne buvais pas, je tremblais. Si je ne consommais pas, je paniquais. La scène était le seul endroit où je n'avais pas l'impression de me disloquer. Alors, quand Mick Jagger l'invita à rejoindre les Rolling Stones en 1975, ce ne fut pas un rêve devenu réalité, mais une extension de la folie. Wood était déjà en chute libre quand il les a rejoints. Le groupe lui a simplement donné plus d'espace pour descendre. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il est resté debout. À peine. La fraternité des Rolling Stones. Ce qui ressemblait à un conte de fées était en réalité une initiation brutale. Ronnie a rejoint le groupe en 1975, mais sans en devenir un membre à part entière. Pendant 17 ans, presque 2 décennies, il a été payé à la tournée ou au projet, sans aucune part de l'immense gâteau que représentaient les droits d'édition des Stones. Il a joué sur des albums devenus légendaires comme Black and Blue, Emotional Rescue et Tattoo You, a tourné avec eux à travers la folie de la fin des années 1970 et l'explosion des années 1980, et pourtant il est resté en marge du cœur financier du groupe. « J'ai fait mon apprentissage », dira Ronnie plus tard dans une interview en 2017. « J'étais trop poli pour demander. Quand je l'ai finalement fait, Kate m'a dit « Ceux qui ne demandent pas ne veulent pas ». C'était la règle du jeu. Mais le véritable prix à payer n'était pas seulement financier, c'était la santé mentale. Les Rolling Stones étaient un véritable nid de vipères à cette époque. L'amitié entre Mick et Keith se fissurait sous le poids de la célébrité et de l'ego. Leurs disputes étaient légendaires. Managers, assistants et amants marchaient sur des œufs. Les drogues, en particulier l'héroïne et la cocaïne, étaient traitées comme de la caféine. Ronnie, déjà dépendant, s'enfonça encore davantage. La pression de rester pertinent dans un empire qui ne s'arrêtait jamais pour la faiblesse poussa Ronnie au bord de l'effondrement. « Je devais être défoncé juste pour me sentir normal », dira-t-il plus tard. « Si je ne buvais pas, je tremblais. Si je ne consommais pas, je paniquais. » Sa relation avec Keith Richards devint un mélange étrange de fraternité, de mentorat et d'agressivité de survie. Keith, longtemps perçu comme l'homme le plus indestructible du rock, jouait souvent le rôle de l'exécuteur. Lors d'une tournée, Ronnie consommait en freebase avec une autre femme alors qu'il était marié à Joe Wood. Keith l'a pris, non pas à cause de la drogue, mais de l'infidélité. Et il frappa Ronnie violemment au visage. Keith pouvait tolérer l'héroïne, expliqua Ronnie plus tard. Mais pas la trahison. Il avait un sens de l'honneur étrange. Wood dira plus tard que faire partie des Stones à cette époque, c'était comme être piégé dans un immeuble magnifique en flammes. On ne voulait pas partir, mais on ne savait pas comment survivre à l'intérieur. Pourtant, il est resté loyal, épuisé et de plus en plus hanté. Pour Ronnie, ce furent 17 années d'une épreuve d'endurance. Et, chose remarquable, il y survécut. Mais les cicatrices, elles, étaient permanentes, une vie amoureuse jonchée de blessures. La vie personnelle de Wood ressemblait à un avertissement, aussi explosive que la musique qu'il créait. En 1971, à seulement 24 ans, il épousa le mannequin Chrissy Findlay, âgé de 16 ans. Leur union tenait davantage de la course folle
que du mariage stable. Un secret de polichinelle dans le monde du rock, où drogue, liaison et trahison mutuelle étaient normalisées. Chrissy faisait déjà partie de la scène mode et festive du Londres des années 1960, connue pour ses relations avec d'autres musiciens célèbres. Le couple eut un fils, Jesse, mais la parentalité passait souvent au second plan face aux fêtes. Wood et Chrissy luttaient tous deux contre de graves addictions. Leur vie domestique tournait autour des excès, des inconnus et du chaos. Ronnie, consumé par la célébrité et l'abus de substances, admettait ouvertement ses aventures extra-conjugales, dont une liaison notoire avec Patty Boyd, alors mariée à George Harrison. Cet enchevêtrement faisait partie d'un réseau complexe d'infidélité impliquant Clapton, Harrison, Boyd et Wood. Boyd confirma plus tard l'affaire avec Ronnie, soulignant l'ironie que tous ces hommes, supposément amis, se soient passés les mêmes femmes. Ce n'était pas seulement scandaleux, cela révélait le sentiment de toute puissance et les ravages émotionnels au cœur du védétariat rock des années 1970. Chrissy et Ronnie finirent par se séparer et elle s'enfonça davantage dans l'addiction. En 2005, Chrissy mourut à l'âge de 57 ans d'une overdose officiellement jugée accidentelle. Leur fils Jesse dut faire le deuil d'une mère perdue à un mode de vie que ses deux parents avaient autrefois défendu. La seconde tentative de mariage de Ronnie eut lieu en 1985 avec Jo Howard, alors mère célibataire de 30 ans et ancienne mannequin qui avait déjà attiré l'attention de plusieurs musiciens. Ronnie fut immédiatement séduit par son sens de l'humour et son refus d'être impressionné par sa célébrité. Il adopta son fils Jamie et ensemble, ils eurent deux autres enfants, Léa, née en 1978, et Tyrone, née en 1983. Mais en coulisses, la vie de Joe avec Ronnie était marquée par l'instabilité émotionnelle et un danger croissant. Au début, elle pensait pouvoir le réparer, l'aider à trouver la sobriété, être un père présent et laisser le chaos derrière lui. Mais au lieu de cela, elle s'y retrouva entraînée. Leur mariage fut rythmé par des cycles de colère explosive et de réconciliations en larmes. Les beuveries et consommations de drogue de Ronnie devinrent de plus en plus difficiles à dissimuler. Il pouvait disparaître pendant des jours, puis revenir en exigeant silence et pardon. Une fois, se souvenait Joe dans des interviews, il entra dans une rage lorsqu'il réalisa qu'il n'y avait pas d'alcool à la maison et aurait menacé de lui jeter de l'acide. Une autre fois, elle dut appeler la police après qu'il eut saccagé des meubles dans une fureur alcoolisée. « Je l'aimais, dira-t-elle des années plus tard. Mais je survivais avec lui. Je ne vivais pas avec lui. » L'effondrement final survint en 2008 lorsque Ronnie quitta Joe, brusquement et publiquement, pour Ekaterina Ivanova, une serveuse russe de 19 ans qu'il avait rencontrée dans un club de Mayfair. L'écart d'âge à lui seul déclencha une frénésie médiatique, mais c'est la nature destructrice de leur relation qui choqua réellement le public. Des photos commencèrent à circuler, disputes en public, sorties titubantes de clubs, bagarres dans la rue. L'alcoolisation de Ronnie s'intensifia. En décembre 2009, il fut arrêté pour violence domestique après une altercation violente au cours de laquelle il saisit Ekaterina par le cou. Il reçut un avertissement sans poursuite. Mais le mal était fait. Ivanova le décrivit plus tard comme possessif, violent et totalement incontrôlable, le surnommant un roi gobelin maléfique dans une interview de tabloïd restée célèbre. Leur relation se termina aussi chaotiquement qu'elle avait commencé. Beaucoup pensaient que ce serait la chute de Ronnie, mais au lieu de cela, quelque chose changea. En 2012, Ronnie, désormais âgé de 65 ans et fraîchement sobre, épousa discrètement Sally Humphries, productrice de théâtre et entrepreneuse dans les arts créatifs, de 31 ans sa cadette. Ils se connaissaient depuis des années via le milieu artistique, mais ne commencèrent à se fréquenter qu'en 2011. Le mariage fut intime, mais rempli de stars, célébré au Dorchester à Londres, avec Paul McCartney et Rod Stewart comme témoins.
En 2016, Sally donna naissance à des jumelles, Alice et Gracie, quelques jours seulement avant le 69e anniversaire de Ronnie. L'événement stupéfia les fans et ravit les tabloïds, mais ce qui surprit le plus fut la transformation de Ronnie. Il devint un père dévoué, souvent photographié en train d'emmener ses filles à l'école, de pousser des poussettes ou de lire des histoires du soir. « Je ne faisais pas que rester sobre », confia-t-il dans une interview. « J'en avais envie. Cette fois, je voulais vivre. » Sally décrivit Ronnie comme « un homme différent aujourd'hui. Il est affectueux, drôle et posé. C'est un vrai père. » Tous deux se sont rapprochés autour de leur amour du théâtre, des arts visuels et d'une vie domestique paisible, à 1000 lieues des tournées sous cocaïne et des scandales d'autrefois. Le Ronnie Wood d'aujourd'hui porte encore les cicatrices des batailles passées. Mais pour la première fois, il ne semble plus fuir. Cancer, mort imminente et ange gardien. En 2017, un an après avoir enfin abandonné les cigarettes qui semblaient collées à ses doigts depuis un demi-siècle, Ronnie Wood se rendit à un examen médical de routine avant une tournée. Rien ne paraissait particulièrement inquiétant. Mais pour la première fois depuis des années, il accepta que les médecins effectuent un scanner thoracique complet. Ce qu'ils découvrirent n'était pas seulement alarmant, c'était potentiellement mortel. « Il y avait ce truc qui brûlait dans mon poumon », dira plus tard Ronnie, « comme une foutue supernova. » Le diagnostic, un cancer du poumon. Plus précisément, une lésion cancéreuse dans le lobe supérieur du poumon gauche. Elle se développait en silence, probablement depuis des années, dissimulée sous des couches de fumée de tabac et de déni. Lorsque son médecin lui demanda s'il voulait envisager une chimiothérapie, la réponse de Wood fut immédiate et sans détour. « Hors de question », dit-il. Ses cheveux n'allaient nulle part. Mais derrière la bravade, il était terrifié. À 70 ans, avec des décennies d'abus de substances inscrites dans l'histoire de son corps, Ronnie savait que cela pouvait être la fin. Ce qui l'ébranla le plus fut la semaine d'attente pour savoir si le cancer s'était propagé à ses ganglions lymphatiques. S'il s'était propagé, admit-il plus tard, c'en aurait été fini. Rideau. Il aurait fallu dire adieu. Sally, son épouse, décrivit cette semaine comme la pire de sa vie. Elle tenta de rester forte, surtout pour leur jumelle encore bébé, mais le poids de la possibilité de perdre Ronnie si peu de temps après avoir trouvé la paix était insupportable. « Je venais juste de le retrouver, » dit-elle. Et soudain, je faisais face à l'idée de le perdre. Heureusement, les examens furent rassurants. Aucun signe de métastase. Ronnie fut rapidement opéré lors d'une intervention de 5 heures pour retirer la partie cancéreuse de son poumon. Juste avant l'anesthésie, il regarda le chirurgien et lança « Que la bataille commence !» L'opération fut un succès. À son réveil, le chirurgien lui annonça qu'ils avaient tout retiré. Et pour la première fois depuis longtemps, Ronnie ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Mais le destin n'en avait pas encore fini avec lui. Début 2020, alors que la pandémie de Covid-19 bouleversait le monde, Ronnie fut de nouveau diagnostiqué avec un cancer. Cette fois-ci, une forme plus agressive, le carcinome à petites cellules. Un cancer du poumon à évolution rapide, généralement associé aux fumeurs, connu pour sa brutalité et son pronostic sombre. Ronnie ne le révéla pas immédiatement au public. Il traversa la peur et le traitement en silence, soutenu par Sally et ses enfants. « J'avais 2 petites filles à la maison qui pensaient encore que j'étais Superman, » dit-il. « Alors je ne pouvais pas m'effondrer. » Cette fois, le traitement inclut une surveillance intensive et des médicaments, mais toujours pas de chimiothérapie. Ronnie resta ferme dans sa volonté d'affronter la maladie à sa manière, s'appuyant sur une discipline de vie stricte, un mode de vie sain et, selon ses mots, un puissant ange gardien qui m'a maintenu un pas devant les flammes. Miraculeusement, les médecins lui annoncèrent une nouvelle rémission en 2021. À partir de là, Ronnie devint un défenseur discret du dépistage du cancer.
Il commença à encourager ses fans à se faire examiner, en particulier les hommes de son âge, souvent trop fiers ou trop effrayés. « Sérieusement, confia-t-il à un intervieweur, n'attendez pas la toux, n'attendez pas le sang, faites-vous examiner, ça m'a sauvé la vie, 2 fois. » Il se soumet désormais à des contrôles tous les 3 mois au Royal Marsden Hospital de Londres, l'un des centres de lutte contre le cancer les plus réputés au monde. Le même établissement où Mick Jagger avait subi une opération de la valve cardiaque et où Charlie Watts avait été traité pour un cancer de la gorge des années plus tôt. Pour les Rolling Stones, le Marsden est presque devenu un temple protecteur des secondes chances. Ronnie n'a pas fumé depuis 2016. Il est sobre depuis plus de 15 ans. Il médite, peint, accompagne ses filles à l'école et prépare des smoothies verts avec Sally le matin. Et pourtant, il est le premier à dire qu'il ne tient rien pour acquis. « J'ai trop souvent dansé avec la mort pour ne pas prendre la musique au sérieux maintenant, » dit-il. « Je croyais être invincible. Aujourd'hui, je sais que j'ai eu de la chance. C'est un bien meilleur sentiment. Sobre et créatif, enfin. » La sobriété, pour Ronnie Wood, n'a jamais été une décision unique, c'était une guerre d'usure. Il lui a fallu 8 passages en cure de désintoxication avant que quelque chose ne tienne vraiment. La première fois qu'il est entré en centre, il a pris ça à la légère. « Je pensais que c'était un spa sans minibar », dira-t-il plus tard. Mais chaque retour fissurait un peu plus l'illusion qu'il pouvait boire ou fumer plus que les dégâts. Il a tout essayé. Le yoga, la méditation, le tai chi, de longues marches à la campagne. Un jour, il est même devenu obsédé par la philatélie, convaincu que le tri minutieux et le classement des timbres pourraient l'aider à mettre de l'ordre dans sa tête. Pendant un temps, il a rempli des carnets de timbres, les collant avec la même concentration qu'il mettait autrefois dans ses solos de guitare. « Ça paraît idiot, mais ça m'empêchait de trembler, » a-t-il confié à The Times. « Et ça m'évitait de me servir un verre. » Le déclic n'est pas venu sous la forme d'une révélation spectaculaire. Il est arrivé lentement, lors de sa 8e cure en 2006. À ce moment-là, son mariage avec Jo s'était effondré, il était éloigné de ses enfants, et Keith Richards avait cessé de répondre à ses appels. « Keith a toujours pardonné mon chaos », a expliqué Ronnie. « Mais quand j'ai commencé à faire plus de mal aux gens autour de moi qu'à moi-même, il est devenu froid. Ça a été un électrochoc. En rétablissement, il s'est plongé dans les 12 étapes, cette fois en les prenant au sérieux. Il s'est mis à peindre davantage, à l'huile, au fusain, au pastel. Au début, c'était pour tuer le temps. Puis, c'est devenu une bouée de sauvetage. « Je peins pour faire taire le bruit », a dit Ronnie. « Avant, je jouais de la musique pour me sentir sain d'esprit. Maintenant, je peins pour ne pas devenir fou. » 15 ans sobre, 9 ans sans fumer. Aujourd'hui, ses œuvres se vendent à des dizaines de milliers de livres. Ses portraits de musiciens, Chuck Berry, Charlie Watts, Bob Dylan et Jagger, ont été exposés dans des galeries de Londres à New York. Certains font même partie de collections permanentes. Mais Ronnie ne se prend pas trop au sérieux. Certains finissent dans la cuisine, rit-il, ou offerts à des potes au pub. Il tourne toujours avec les Rolling Stones, mais le chaos a disparu. En coulisses, il y a désormais des tisanes, des carnets de croquis et des appels vidéo avec ses filles. Lui et Sally mènent une vie plus tranquille dans leur maison de campagne dans le Hertfordshire. Ils jardinent. Ils regardent des séries policières britanniques. Midsomer Murders est un favori. Il joue de l'harmonica dans la cuisine. Il dessine ses petits-enfants pendant qu'ils font la sieste. Et presque chaque soir, il écrit une seule phrase dans un journal, une habitude prise en cure. Juste pour prouver que j'ai tenu une journée de plus. « Je n'ai jamais cru que j'atteindrais 40 ans, a-t-il confié récemment. Aujourd'hui, je vise les 80, et mes enfants de 6 ans me demandent de dessiner des licornes. La vie n'est pas seulement drôle, elle est absurde, et j'adore ça. » Il était l'électron libre du groupe de rock le plus sauvage. Celui dont tout le monde pensait qu'il ne dépasserait pas les 40 ans. Mais à 78 ans, Ronnie Wood est toujours là, vivant, sobre, en train de peindre,
de rire, et enfin de dire la vérité. Pas le mythe, pas la version des tabloïds, mais l'histoire réelle d'un homme qui est tombé lourdement, s'est relevé et a appris à vivre avec le bruit. Parfois, la chose la plus bruyante qu'un rocker puisse faire, c'est survivre. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le parcours de Ronnie? Pensez-vous que les Rolling Stones auraient duré aussi longtemps sans lui? Dites-le nous dans les commentaires. Mettez un like si vous avez déjà trouvé la paix dans des endroits inattendus et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui vont bien au-delà des projecteurs.